Bonsoir Corentin de Châtel-Perron. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, mais aussi aventurier, c'est pas banal. Vous avez donc passé 4 mois sur un radeau. On vous voit ici, vous allez voir, dans la baie de Phang Nga, en Thaïlande. C'est comme ça qu'on dit ? Oui. Presque. Phang Nga. Phang Nga. Le but, survivre en autonomie totale, je le disais. Alors, vous racontez tout ça dans ce livre, voilà, intitulé Ma biosphère, c'est chez Artaud. Et alors, pour survivre, vous n'allez utiliser que des inventions low-tech. Peut-être d'abord, petite explication de texte, la low-tech. Ouais, low-tech, en fait, ce sont des technologies ou des savoir-faire qui sont à la fois utiles, accessibles et durables. Donc écolo. Ouais, alors écolo, mais aussi il y a la dimension, c'est pour ça qu'on a choisi le terme low-tech en opposition à high-tech, accessible à tous et qu'on peut fabriquer localement ou au moins réparer localement. Alors justement, avant de vous installer sur votre radeau, votre bateau en bambou, vous allez faire le tour du monde pendant près de 2 ans à bord d'un catamaran. On vous voit d'ailleurs, je crois, sur des vidéos à la barre de ce catamaran. Voilà. 2 ans de tour du monde. Pourquoi faire très exactement ? L'idée, c'était de trouver plein d'inventeurs de ces technologies, de ces low-tech, pour pouvoir aller les voir, documenter, expérimenter leurs innovations et les partager pour que d'autres puissent les répliquer à l'autre bout du monde. Et du coup, alors vous découvrez plein d'inventions complètement inédites, passionnantes, certaines plus intéressantes que d'autres, bien sûr. Alors, moi, j'en ai repéré un exemple génial, c'est au Sénégal. Et alors, c'est des éoliennes, mais qui fonctionnent grâce à des moteurs d'imprimantes. Comment ça marche, ça ? Effectivement, il y a des imprimantes, quand elles sont en fin de vie, qui sont jetées, alors qu'en général, leurs moteurs qui font avancer les feuilles, par exemple, sont encore robustes et marchent encore. Et donc, si on fixe des pales à ces moteurs-là et qu'on met ça dans le vent, ça peut générer de l'électricité pour recharger des téléphones portables ou allumer des lampes. Et on pourrait avoir ça chez nous, une sorte de éolienne à moteur d'imprimante ? Et oui, ça coûte quasiment rien et ça permet, dans un pays comme au Sénégal, où 40% des gens n'ont pas accès à l'électricité, de répondre aux besoins de base en électricité. Donc vous allez collecter toutes ces inventions et ensuite vous allez en sélectionner quelques-unes, c'est ça, pour vivre en totale autonomie sur le radeau. Exactement. La démarche, on a fait des escales dans 25 pays différents, donc on a étudié une 60aine de technologies. On a fait à chaque fois des tutoriels qu'on met sur une espèce de plateforme internet, comme un Wikipédia mais pour les low-tech. Sur lequel on peut aller. Oui, voilà, et puis c'est collaboratif, vous pouvez aussi, si vous avez une idée de low-tech, l'ajouter sur le site. Comme ça, n'importe qui peut les répliquer. Et puis c'est vrai qu'au bout de 2 ans, j'avais vu qu'il y a plein de ces technologies qui étaient nées dans différents endroits du monde et j'avais l'intuition que combinées ensemble, elles pouvaient répondre aux principaux besoins en eau, en énergie, en nourriture, etc. Donc là, c'est vraiment votre cas sur ce radeau. Donc vous êtes dans une baie en Thaïlande. Bon, vous choisissez la Thaïlande, vous ne choisissez pas Concarneau. C'était l'escale en Thaïlande. C'était l'escale en Thaïlande. Vous êtes en Thaïlande. Et l'idée, c'est pas en 4 mois, donc comme vous venez de le dire, d'être totalement autosuffisant finalement en nourriture, en eau, en énergie. Vous ne faites appel à personne. Oui, exactement. Donc j'avais embarqué une 30aine de ces technologies. Lesquelles les plus importantes ? Alors les plus importantes, c'était celles qui sont liées à la nourriture. Donc j'avais des cultures de champignons qui poussent sur des déchets issus de l'agriculture. J'avais un élevage de grillons comestibles. J'avais des cultures de plantes en circuit fermé, c'est-à-dire que l'eau est réutilisée en fait et circule dans le système avec des engrais faits avec mes déchets organiques. Et puis voilà, j'en avais une 30aine. Et j'avais de la spiruline, une microalgue qui est très bonne pour les protéines et pas mal de vitamines et de minéraux. Alors justement, c'est vrai que ça c'est important de manger équilibré. Vous parlez de protéines, il n'y a pas que la spiruline. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Vous parlez des grillons. Miam. J'espère que c'est bon parce que je dois... D'après mes calculs, pour avoir assez de protéines et de vitamine B12, il faudrait que j'en mange 100 grammes par jour. Ce qui fait le double de ça. Ah, c'est pas mal. Ah ouais. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, vraiment ? Alors, moi, je suis végétarien, mais... Justement. Vous êtes forcé. Non, mais je mange quand même des insectes parce que ça a
très faible impact, ça prend très peu de ressources en fait. Et alors c'est vrai que l'inconvénient c'est que je me suis un peu attaché à ces grillons parce que je les entendais chanter, ça faisait un peu un petit air provençal sur la plateforme. Et voilà, il a fallu les tuer pour les manger, mais ça m'apportait assez, comme je disais, de vitamines et de protéines B12. Et c'est mangeable? Enfin, aujourd'hui par exemple, vous continuez à vous poser la question d'en manger? En France, on n'en mange pas très souvent, mais il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui mangent régulièrement des insectes. Et donc, non, en France, quand je suis en France, je n'en mange pas, mais sur le bateau, on a un élevage de grillons. Ouais. Vous m'avez dit que ça vous manquait un peu quand même, ouais, à grignoter. Bien en remanger, ouais. Mais en gros, les déshydratés, ça n'a pas la même consistance. Déshydratés, c'est pas aussi bon. C'est pas aussi bon. Il y a Tanita, d'autres personnages. Alors, il y a des grillons, mais pas que. Il y a Tanita aussi. Qui est Tanita sur votre bateau? En fait, j'étais accompagné par un nutritionniste et 2 médecins qui m'ont accompagné pour avoir un protocole scientifique pour pouvoir tirer des leçons de cette expérience-là. Ouais. Et bon, c'est eux qui m'ont demandé de prendre Tanita avec moi. C'est une balance. C'est une balance électrique? Oui, en fait, je pouvais me peser 2 fois par semaine et surveiller pas mal de paramètres pour voir si, d'un point de vue santé, je gagnais ou je perdais. Et j'ai aussi fait une prise de sang avant et une prise de sang après pour voir si j'avais développé des carences ou si le régime alimentaire que j'avais était suffisant. Et alors, résultat? Tanita était contente. Tanita était contente, donc ça veut dire en gros que vous n'avez pas perdu trop de poids, hein, c'est ça? Parce que l'idée, c'est qu'ensuite, toute cette organisation de vie autosuffisante puisse être reproduite sur la terre ferme, finalement. Exactement. L'idée, c'est de voir comment une combinaison de low-tech pourrait nous refaire penser notre manière d'habiter sur la planète. Comment est-ce qu'on pourrait vivre dans des écosystèmes? Comment est-ce qu'on pourrait vivre sans générer de déchets? Et au contraire, en ayant un impact positif sur la nature. Et là, vous vous dites que c'est vraiment possible. Est-ce que vous avez testé là pendant 4 mois? Alors j'ai mis 3 mois à atteindre un écosystème qui marchait bien. Il n'y a que vraiment le 4e mois où ça marchait bien. Et puis ça, c'était en 2018. Après, on a fait plein d'escales avec le bateau. On a découvert des nouveaux savoir-faire, des nouvelles low-tech. Et donc maintenant, on est en train de designer une nouvelle version. Donc c'était une première étape. Il y en aura une deuxième et puis il y en aura d'autres pour voir comment est-ce qu'on peut vivre dans le futur grâce au low-tech. Donc vous allez organiser une prochaine expédition bientôt? Ouais, en automne prochain. Ouais. Et elle sera non seulement plus complète, l'écosystème sera plus performant. Là déjà, c'était assez performant. Ça veut dire quoi, plus complet? Alors il y aura par exemple un système pour recycler plus de déchets grâce à des larves de mouches. Il y aura un système pour filtrer l'eau de manière plus efficace. Il y aura des systèmes de production d'énergie plus efficaces, etc. Et ce sera encore une combinaison d'une trentaine de technologies. Mais cette fois, on travaille avec des designers aussi et des artistes pour que vraiment ça évoque un futur possible. Pour nous tous, vous voulez dire. Exactement. Ça, que ce ne soit pas trop éloigné de finalement. Que ce ne soit pas un radeau un peu à la Robinson, que ce soit vraiment l'image d'un futur désirable en fait. Un nouveau futur, c'est ça que vous avez Exactement. Créé. Je trouve que moi je suis ingénieur à la base et j'étais attiré par le futur qu'on nous proposait, le futur un peu high-tech, etc. Et puis, depuis les années 2000, on comprend, je trouve, que les limites de la planète ne permettent pas de réaliser ce futur-là. Et moi, comme pas mal de gens de ma génération, on est en manque d'un futur qui est désirable et qui marche avec les limites de la planète qu'on connaît aujourd'hui. Et donc là, notre objectif au Low-Tech Lab, c'est de trouver dans quel futur on pourrait vivre, qui soit plus sain, plus durable, plus épanouissant. Une dernière question très rapidement. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant ces 4 mois? Ou le plus grand échec, peut-être? Le plus dur, ça a été tout ce qui est vivant, en fait. C'est assez difficile et il faut du temps pour comprendre comment marche le vivant, ce qui va bien, ce qui va mal, quand une plante commence à perdre ses couleurs et tout ça. C'est assez difficile, en fait, et c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre dès le plus jeune âge. Et je suis persuadé maintenant qu'il faut vivre des petits et toute sa vie dans des écosystèmes et comprendre qu'on a besoin, en fait, des autres espèces vivantes. Eh bien, merci Corentin de Chenneau-Piron. Toute cette aventure inédite dans Ma Biosphère, c'est aux éditions Artaud. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.